بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. إذاعة البكالوريا اليوم مادة الاقتصاد مع الأستاذة هدى الهوش. Bonsoir les élèves et bienvenue dans cette nouvelle séance de l'émission Radio Baccalauréat. Aujourd'hui, c'est le tour de la discipline économie avec moi, Houda El Houch, professeur de cette matière au lycée Tataouine. Avant de commencer, je veux sincèrement remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre chaque séance. Merci pour vos commentaires constructifs qui nous encouragent vers un meilleur développement et une meilleure conception de notre travail. Notre objectif ultime étant bien sûr d'aider nos candidats au baccalauréat à surmonter les difficultés éventuelles dans notre matière. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème de la dissertation économique. Alors, chers élèves, je vous rappelle que la dissertation économique fait l'objet de la partie numéro 2 de l'examen d'économie. Elle est notée sur 10 points, donc elle prend donc la moitié de la lourdeur d'un devoir en économie. Je rappelle brièvement donc la méthodologie d'une dissertation économique avant de prendre un exemple concret sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Alors, la dissertation économique doit comporter donc 3 grandes parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le développement. Et la troisième partie, c'est la conclusion. Pour l'introduction, donc, elle est notée sur 1,5 points. Elle est composée par 3 éléments essentiels. Premier élément, c'est l'accroche. Deuxième élément, c'est la problématique. Troisième élément, c'est l'annonce du plan. Alors, pour l'accroche, qu'est-ce que je dois mettre dans l'accroche? En fait, l'accroche, c'est elle qui amène le sujet. Je dois alors concevoir 2 petites parties dans l'accroche. Il y a tout d'abord le cadrage et il y a la définition d'un des termes clés du sujet au moins. L'accroche qui est notée sur 0,5 points donc va être partagée de la façon suivante. Donc 0,25 pour le cadrage, c'est-à-dire je veux ici donc mettre le cadre général de notre sujet et bien sûr après le cadrage je veux lier avec la définition des mots-clés du sujet. De préférence, je veux prendre tous les mots-clés du sujet et si je suis incapable de définir tous les mots-clés, au moins je prends un mot-clé et je le définis. Bien, donc après avoir terminé avec l'accroche, je dois lier avec la problématique, bien sûr. Donc je dois avoir une phrase de liaison entre l'accroche et la problématique de notre sujet. Pour la problématique, elle est notée aussi sur 0,5 points. Elle s'énonce sous forme affirmative ou interrogative. Je peux l'énoncer soit sous forme d'une phrase affirmative ou bien sous forme d'une question. Et de préférence, si c'est une question, donc on vous conseille toujours donc de poser une seule question. Bien sûr, la problématique, elle vient après l'accroche et elle précède le plan. Donc je dois bien sûr respecter toujours cet ordre-là. Puis, après la problématique, je veux passer à l'annonce du plan. Le plan, qu'est-ce qu'il doit permettre? Il doit permettre d'organiser le développement en 2 parties. Et bien sûr, il est noté aussi sur 0,5 points comme les 2 autres éléments de l'introduction. Une fois on a terminé avec l'introduction, je veux passer au développement. Pour le développement, il est noté sur 7 points. Le développement, c'est la partie la plus importante de notre dissertation. C'est elle, bien sûr, qui va répondre à la problématique à travers une mobilisation des connaissances. Là, j'attire votre attention que les éléments de réponse proviennent aussi bien du cours que des documents, bien sûr, tout en évitant la paraphrase des documents qui accompagnent le sujet. La structuration du développement, donc le développement, il est organisé en 2 parties. Chaque partie doit contenir des paragraphes. Bien sûr, le développement doit contenir aussi des introductions et des conclusions partielles. Chaque partie dans le développement doit commencer par une introduction partielle et doit terminer par une conclusion partielle. Donc, comment je répartis la note de développement? Nous avons 6 points sur les connaissances, la mobilisation des connaissances, et 1 point sur la structuration du développement. 1 point, donc, comme note pour les introductions partielles et les conclusions
partielle donc dans le développement. Une fois nous avons terminé avec le développement, nous allons passer à la conclusion qui est notée sur un point. Pour la conclusion, elle comporte deux parties. Première, c'est la synthèse. Deuxième, c'est l'ouverture. Pour la synthèse, elle doit permettre de répondre à la problématique du sujet d'une manière récapitulative. Notée sur 0,5 points. Pour la deuxième sous-partie, c'est l'ouverture qui doit permettre de proposer des prolongements afin d'élargir le débat. Notée aussi sur 0,5 points. Donc, dans les notifications que j'ai déjà présentées, je remarque que j'ai 9,5 sur 10 points entre l'introduction, le développement et la conclusion. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 0,5 points. Pour le 0,5 points qui reste, nous allons l'accorder à la présentation, c'est-à-dire l'écriture qui doit être lisible et la présentation qui doit être aériée. Avec, bien sûr, ces conditions de fond très importantes pour élaborer une dissertation économique, nous avons des conditions de forme aussi à respecter. Il faut très bien donc espacer notre écriture, espacer les éléments qui composent la dissertation. Je dois laisser donc 2 lignes vides entre l'introduction et le développement et 2 lignes vides entre le développement et la conclusion. Et à chaque fois où il y a une possibilité d'espacer, j'essaie bien sûr d'espacer le maximum possible afin que je puisse bien sûr présenter donc d'une façon aériée ma copie. Bien, donc après cette présentation générale de la méthodologie et du barème de la dissertation économique, nous allons prendre notre exemple sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi une dissertation économique sur le thème du développement durable. Donc on va bien évidemment travailler sur la partie 3 du programme, le développement durable. Plus précisément, je vais prendre le chapitre numéro 1, les coûts de la croissance. Et donc nous allons prendre essentiellement donc notre première section, on va travailler sur la première section, les coûts socio-économiques de la croissance économique. Alors nous allons prendre l'énoncé de la dissertation ensemble, le sujet, donc montrer que la croissance économique génère non seulement des coûts humains et sociaux, mais également des inégalités au niveau des individus. Utilisez vos connaissances et les documents suivants. Je répète l'énoncé du sujet. Montrez que la croissance économique génère non seulement des coûts humains et sociaux, mais également des inégalités au niveau des individus. Utilisez vos connaissances et les documents suivants. Pour les documents, donc, je vous ai choisi 2 textes économiques. Nous allons commencer par le premier texte. Je lis le texte. Toutes les catégories socio-professionnelles ne sont pas à égalité face à l'emploi et surtout par rapport à la conservation de l'emploi. Le progrès technique, dans la mesure où il se caractérise par de nouvelles façons de produire, se traduit à la fois par un processus de création, mais aussi de destruction d'emplois. Pour des raisons tenant à la compression des coûts de production et à la recherche d'une meilleure compétitivité, la plupart des entreprises ont remplacé l'homme par la machine. C'est ce qu'on appelle la substitution du capital au travail. Évidemment, ce sont les moins qualifiés qui voient leur poste de travail disparaître. Donc le texte, c'est un extrait de Jean-Claude Drouin, La France face à ses inégalités sociales, édition Hatier. Document numéro 2, qui prend aussi la forme d'un texte économique. Je lis le texte. Le fossé entre Américains riches et pauvres s'est à ce point élargi que le 2,5 millions de riches vont percevoir pratiquement la même masse nette de revenus que le 100 millions de personnes qui se trouvent en bas de l'échelle. On ne s'étonnera pas dans ces conditions de découvrir une dégradation sociale. Mini-bidonvilles côtoyant des somptueuses villas, files de chômeurs alignés sur le trottoir à 2 pas de boutiques au luxe insolent, sans abri au milieu de poubelles éventrées, etc. Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, édition du Seuil. Ça, c'est la source du texte. Alors, comment je veux commencer le travail donc, de notre dissertation économique aujourd'hui? Bien sûr, toujours, je vous conseille, chers élèves, de respecter
les mêmes étapes que nous sommes habitués donc à chaque fois de les aborder. Première étape, la lecture attentive de l'énoncé de la question. Deuxième étape, encadrer là où les consignes. Troisième étape, souligner les mots-clés. Donc, nous avons bien lu l'énoncé de notre sujet aujourd'hui. Je veux passer à la deuxième étape, encadrer là où les consignes. Pour notre sujet, aujourd'hui, nous avons deux consignes très importantes. Première, c'est montrer que, donc prend la forme d'un verbe d'action, montrer que, j'encadre alors montrer que, et nous avons une consigne très importante. Bon, c'est une consigne standard qui se répète dans tous les devoirs, dans tous les sujets, mais elle est très importante, c'est utiliser vos connaissances et les documents suivants. Encadrer aussi, utiliser vos connaissances et le document suivant. Donc, une fois nous avons encadré là où les consignes, donc nous allons souligner les mots-clés maintenant. Premier mot-clé de notre sujet, c'est la croissance économique. Deuxième mot-clé, nous avons coûts humains et sociaux. Troisième mot-clé, les inégalités. Bien. Une fois donc j'ai bien délimité notre travail demandé, qui est ici un travail de démonstration. Donc nous allons montrer comment la croissance économique génère non seulement des coûts humains et sociaux, mais également des inégalités au niveau des individus. Donc, je veux essayer, bien sûr, de dégager le plan du sujet à partir de l'énoncé du sujet. Est-ce que le plan, il est clair, oui ou non? Je crois que le plan ici, il est clair. Bon, et nous avons ici une formulation assez spécifique. C'est non seulement, mais également. Donc, nous avons dit montrer que la croissance économique génère non seulement des coûts humains et sociaux. Donc ça, c'est la première partie. La croissance économique génère des coûts humains et sociaux. Deuxième partie, c'est quoi? C'est ce qui vient après, mais également. Donc nous avons non seulement des coûts humains et sociaux, mais également, et après, mais également, ça vient là, la deuxième partie du sujet. Donc notre deuxième partie du sujet, c'est quoi? C'est la croissance économique génère des inégalités au niveau des individus. Alors je crois que le plan il est clair à partir de l'énoncé du sujet avec cette formulation spécifique de non seulement mais également et de cette façon-là, donc je crois que je peux bien sûr commencer mon travail de rédaction. Bien sûr, nous allons commencer donc du commencement. On va commencer par l'introduction. Et pour l'introduction, nous allons commencer par l'accroche. Je rappelle que l'accroche doit contenir deux éléments essentiels. Nous avons tout d'abord le cadrage. Là, je dois encadrer le sujet, je dois trouver le cadre du sujet et nous avons la définition d'au minimum un des termes clés du sujet. Ici, donc, quel est le cadre général de mon sujet? Je crois que le cadre, il est clair, il est déjà donné par l'énoncé du sujet, qui est la croissance économique. Vous êtes en train de tourner à l'intérieur du cadre de la croissance économique. Donc, je peux, bien sûr, définir la croissance économique en tant que cadre général de ce sujet. Pour la croissance économique, je rappelle que la croissance économique, c'est un phénomène qui se traduit par une augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée par des transformations des structures économiques. Alors là, c'est donc de cette façon-là, j'ai bien donné donc le cadre général de notre sujet. Je veux passer maintenant à la définition des mots-clés. Au minimum, un mot-clé parmi les mots-clés du sujet. Bon, bien évidemment, ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que le mot-clé principal, c'est lui-même, c'est la croissance économique. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Donc, en principe, le cadre général se coïncide avec la définition de mots-clés. Donc, je peux lier cette définition de mots-clés, qui est la croissance économique, et en même temps le cadre, avec notre problématique de notre sujet. En fait, quelle est la relation entre la croissance économique et notre sujet? En fait, le sujet s'intègre dans le cadre des effets négatifs de la croissance économique. Je peux alors lier cette définition de la croissance économique à la phrase suivante pour, bien sûr, terminer avec le cadrage. La croissance économique génère certes plusieurs conséquences positives. Elle favorise notamment l'amélioration du niveau de vie de la population. Toutefois, elle comporte des aspects négatifs. Je lis avec la problématique du sujet. Donc, d'une part, elle génère des coûts humains et sociaux.
D'autre part, elles ne profitent pas à tous de la même manière. Des inégalités au niveau des individus persistent. Et de cette façon-là, je crois que j'ai bien donc lié le thème principal qui est la croissance économique, bien sûr, à la problématique de notre sujet. Je laisse une ligne vide et je veux passer maintenant à la problématique. Pour la problématique, je rappelle que vous avez deux possibilités pour poser la problématique, ou bien vous pouvez la poser sous forme d'une phrase affirmative, ou bien sous forme d'une question. Je veux choisir une question, donc à poser ici donc sous forme de problématique. Comment la croissance économique génère des coûts humains et sociaux et des inégalités sociales? Comment la croissance économique génère des coûts humains et sociaux et des inégalités sociales. Bien sûr, lorsque je parle des inégalités au niveau des individus, ce sont les inégalités au sein de la société ou les inégalités sociales. Une fois on a terminé avec la problématique, donc je veux passer au plan. Pour le plan, je veux l'annoncer sous forme de deux phrases simples. Qu'est-ce que je veux faire dans la première partie? Qu'est-ce que je veux faire dans la deuxième partie? Et là, je vous conseille de laisser même les verbes d'action que vous avez dans le sujet. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez très bien donc travailler d'une manière simpliste, le plan, essayez donc de rédiger deux phrases en conservant même la consigne que vous est demandée dans le sujet, en la rédigeant sous forme de deux phrases simples. Par exemple ici, donc je peux dire, dans la première partie de notre sujet, nous allons montrer que la croissance économique génère des coûts humains et sociaux. Puis dans une deuxième partie, nous allons montrer que cette croissance économique génère également des inégalités au niveau des individus ou génère des inégalités sociales. Deux phrases simples donc avec lesquelles j'annonce le plan et je gagne de cette façon-là 0,5 points. Donc une fois nous avons terminé avec le plan, nous allons passer maintenant au développement. Pour le développement, bien sûr, je rappelle très bien, c'est l'étape de la mobilisation des connaissances, c'est l'étape de la réponse à la problématique et je veux répondre à cette problématique donc en utilisant les connaissances à partir du cours et bien sûr les idées qui figurent dans les documents qui accompagnent le sujet. Comment je veux faire cet équilibre entre l'exploitation du cours et donc l'exploitation des documents? En fait, je vous conseille toujours de faire sur le brouillon, de construire un petit tableau à deux colonnes dans lequel je veux mettre la première partie dans la première colonne, deuxième partie du sujet dans la deuxième colonne. J'essaie de travailler le sujet à partir de mes connaissances tout d'abord, à partir de cours que j'ai déjà préparés. Je m'efforce donc de présenter les idées selon bien sûr le cours que j'ai déjà vu. Ça, c'est bien sûr pour un élève qui a très bien préparé son cours. Je suppose très bien que tous les élèves, bien sûr, donc, sont supposés en préparation complète de cours avant, bien sûr, d'aborder un devoir. Je classe donc les idées dans les deux parties du sujet. Puis, je veux passer aux documents. Pour les documents, comment j'exploite les documents? S'il s'agit des textes économiques. Donc, je veux lire, bien sûr, phrase par phrase. Si la phrase comporte une idée, je veux la prendre et je veux la reformuler avec mon propre langage. Si la phrase donc ne comporte aucune idée ou elle est hors sujet, je ne m'intéresse pas. Donc je dépasse. Donc une fois donc j'ai trouvé l'idée, j'essaie de la reformuler avec un langage simple en tant qu'un élève de 4e année et je la mets sur le brouillon. En la mettant sur le brouillon, j'essaye de trouver la correspondance entre l'idée de document et l'idée du cours. Et de cette façon-là, jusqu'à terminer avec tout le texte que nous avons devant nous. Si les documents, ce sont des tableaux statistiques ou sont des graphiques, l'exploitation va être tout à fait, bien sûr, différente. Là, vous allez vous concentrer essentiellement sur l'observation du graphique ou du tableau et vous allez essayer de dégager, bien sûr, l'idée qui vous correspond pour votre travail.
Bien sûr, là, je crois que pour les dissertations économiques, les textes sont toujours plus fructueux. Ce sont des documents qui aident beaucoup plus les élèves à élaborer une dissertation économique et qui peuvent comporter des idées parfois donc détaillées par rapport, bien sûr, aux autres supports comme des documents sous forme de graphique ou sous forme des tableaux statistiques. Bien, donc pour les documents d'aujourd'hui, donc est-ce que ce sont des documents fructueux qui nous donnent des informations, oui ou non? Nous allons essayer de voir ensemble. J'ai bien donc lu les documents au début de la séance. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Je crois que le document numéro 1, donc il a parlé très bien de ce qu'on appelle les inégalités devant l'emploi. Déjà, donc nous avons la première phrase, elle indique ceci très bien. Donc c'est l'inégalité devant l'emploi qui fait partie donc de la partie 2 de notre sujet. Pour le document numéro 2, il a parlé des inégalités sociales aussi, et ce sont les inégalités devant le revenu. Et il a parlé quelque part aussi de quelques coûts humains et sociaux. Si je trouve par exemple donc le terme bidonville, si je trouve par exemple donc le chômage, etc. Bon, essayons-nous de reprendre donc et de reformuler les idées selon donc ce que nous avons donc dans notre cours. Nous allons commencer alors par la première partie du sujet. Pour la première partie du sujet, donc on a dit ce sont les coûts humains et sociaux de la croissance économique ou comment la croissance économique elle génère de coûts humains et sociaux. On a bien dit que nous devons commencer notre première partie par une introduction partielle. Je rappelle que l'introduction partielle, donc, elle doit être sous forme d'une phrase simple, 2 phrases au maximum, donc à ne pas alourdir, bien sûr. On va prendre donc les choses à la légère. La croissance n'est pas toujours synonyme de bien-être individuel et collectif. Voilà, par exemple, donc une petite introduction partielle. Donc la croissance n'est pas toujours synonyme de bien-être individuel et collectif. Elle entraîne en effet de nombreux coûts humains et sociaux. 2 phrases simples avant de commencer par les idées. Alors, combien nous avons d'idées dans cette partie du sujet? Nous avons bien évidemment 3 grandes idées. Donc, on a classifié les coûts humains et sociaux de la croissance économique en 3 grands coûts dans notre cours. Premier grand coût, c'est quoi? C'est le phénomène d'urbanisation intensive. Deuxième grand coût, c'est le développement de nouvelles maladies. Et troisième grand coût, c'est la déstabilisation de la vie des travailleurs. Laissons commencer avec le premier coût humain et social de la croissance économique. Là, je rappelle pourquoi cette classification de coûts humains et sociaux. Quelle est la différence entre le coût humain et sociaux? Parce que tout simplement, donc, les coûts humains, ce sont les coûts qui sont remarqués à l'échelle individuelle. Les coûts sociaux, ce sont les coûts qui sont remarqués à l'échelle collective. Quelle est la relation entre les coûts humains et sociaux? En fait, la société, c'est un ensemble des individus ou des hommes. Donc, ce qui touche l'un va toucher, bien sûr, la société. Donc, je commence par le premier coût, le phénomène d'urbanisation intensive et ses problèmes, bien sûr. Donc, ce phénomène d'urbanisation qui aggrave les problèmes de logement, par exemple, le développement des bidonvilles. Il y a des problèmes de circulation, par exemple aussi l'embouteillage, les accidents, la perte de temps, notamment, etc. Et là, je crois que nous avons déjà une indication sur l'un des coûts de phénomène d'urbanisation intensive dans le document numéro 2, si vous avez très bien constaté. Deuxième coût de nature donc sociale, nous avons le développement de nouvelles maladies. Et si je dis donc la croissance économique, comment elle est responsable du développement de nouvelles maladies, je trouve bien sûr ici, c'est la croissance économique, qu'est-ce qu'elle a généré comme nature de l'alimentation, par l'agriculture moderne, l'utilisation des engrais chimiques, etc., par le rythme intensif qu'elle impose aux travailleurs, etc. Je trouve d'une façon ou d'une autre que la croissance économique, elle est responsable du développement de nouvelles maladies, surtout comme les maladies nerveuses et mentales et les maladies cardiovasculaires, etc. Le cancer, par exemple, et ainsi de suite. Troisième grand coût, c'est la déstabilisation de la vie des travailleurs et comment la croissance économique, elle a donc déstabilisé la vie des travailleurs, elle a changé négativement la vie professionnelle et sociale des travailleurs.
comme l'éloignement du lieu de travail, par exemple la fatigue nerveuse, les conditions de vie plus tendues, le stress, la délinquance qui caractérisent le nouveau paysage des sociétés en croissance et transforment douloureusement le mode de vie de leur population. Donc on constate aussi une tendance inquiétante de désagrégement des liens familiaux et sociaux qui se développent. La communication et la solidarité au sein d'un groupe s'amenuisent. De plus, la parcellisation des tâches et l'accélération des cadences dans l'entreprise accentuent le stress et la fatigue des travailleurs. Et bien sûr, donc la liste des coûts humains et sociaux, elle est infinie, bien sûr. Donc, si on veut très bien donc lancer l'analyse, nous avons donc une liste infinie pour les coûts humains et sociaux. Mais nous, qu'est-ce que nous avons déjà pris? On a pris donc les coûts remarquables, les grands coûts que nous pouvons constater dans notre vie quotidienne. Alors, de cette façon-là, donc nous avons bien énoncé les coûts humains et sociaux. Je termine bien sûr ma première partie de la dissertation économique par une conclusion partielle. Donc la conclusion partielle est simple, donc c'est du genre par exemple la croissance économique attaque négativement par exemple la vie donc individuelle et sociale des personnes, par le développement des maladies, par les problèmes d'urbanisation, par la déstabilisation de la vie des travailleurs, etc. Donc une phrase synthétique qui permet bien sûr de jouer le rôle d'une conclusion partielle pour la première partie de notre sujet. Alors, une fois nous avons terminé avec la première partie de notre sujet, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, et pour passer à la deuxième partie, nous devons mettre une phrase de transition entre la première partie et la deuxième partie, une phrase de passage entre la première partie et la deuxième partie. C'est du genre, par exemple, ça peut être une phrase affirmative que simplement, donc la croissance économique, par exemple, donc génère non seulement des coûts humains sociaux, mais également des inégalités au niveau des individus. Et je passe donc à la deuxième partie du sujet. Nous reprenons donc avec la deuxième partie de notre sujet. Pour la deuxième partie de notre sujet, je rappelle comment la croissance économique génère également des inégalités au niveau des individus. Donc, pour élaborer cette partie, nous devons commencer aussi par une introduction partielle. Par exemple, malgré l'accroissement remarquable du niveau de vie au cours de la croissance, des inégalités sociales dans la plupart des pays persistent et s'aggravent. On distingue, bien sûr, et je veux bien sûr présenter les idées de notre partie. Pour les idées de notre deuxième partie, nous avons donc deux grandes idées. Quelles sont ces inégalités qui se manifestent entre les individus? Quelles sont ces inégalités sociales? En réalité, on trouve deux types d'inégalités sociales, les inégalités de revenus et les inégalités devant l'emploi. Alors là, je veux commencer par la première idée, les inégalités de revenus. Et là, je crois que le document numéro 2 nous a donné une idée donc, sur l'exemple américain et les écarts de revenus qui se trouvent dans la société américaine. En fait, si je parle des inégalités de revenus, je suis en train de parler des différences au niveau des revenus. Et bien sûr, la conséquence directe qui est liée à la différence entre les revenus, c'est la différence entre les niveaux de vie. Comment la croissance économique donc génère des inégalités de revenus et par conséquent des inégalités dans les niveaux de vie? En fait, la croissance économique ne met pas fin aux disparités de revenus. Les inégalités persistent tant en termes de revenus que de niveau de vie. La croissance conduit en effet à privilégier certaines catégories de personnes au détriment d'autres catégories. Alors, je suis en train ici de parler des inégalités. On est parlé bien sûr à ce qu'on appelle une sorte de discrimination entre les personnes. Il y a des différences entre les catégories sociales. Il y a donc des écarts entre les individus. Il y a des individus qui profitent, il y a des individus qui ne profitent pas. Donc, les individus qui profitent des fruits de la croissance économique, ce sont des personnes favorisées, ce sont des personnes privilégiées. Elles bénéficient sous forme d'une augmentation de leurs revenus et par conséquent d'une amélioration de leur niveau de vie.
Donc, on n'a pas un problème avec cette catégorie de personnes. Ce sont des gens qui ont bénéficié de toute façon et qui ont, bien sûr, répondu à l'objectif de la croissance économique d'améliorer le niveau de vie de la population. Notre problème, c'est plutôt avec la deuxième catégorie de personnes qui sont défavorisées ici et qui n'ont pas profité des fruits de la croissance économique, qui n'ont rien reçu et qui ont été en quelque sorte mises à part, mises sur la marge de la croissance économique. On parle ici des exclus de la croissance ou les oubliés de la croissance économique, et bien sûr ce sont très nombreux. Donc ils n'ont pas bénéficié donc d'une augmentation de leurs revenus, tout à fait le contraire, le revenu baisse ou même devient nul. Dans les pays en croissance, la pauvreté persiste, pire encore, le plus mauvais encore que nous constatons le développement d'une nouvelle pauvreté. Donc ces personnes-là qui ne bénéficient pas des fruits de la croissance, que nous appelons donc les exclus de la croissance ou les oubliés de la croissance économique, en réalité donc on peut distinguer plusieurs catégories de ces gens-là. Donc ce sont des personnes qui deviennent de plus en plus marginalisées, de plus en plus donc négligées par la croissance économique. C'est le cas par exemple des jeunes sans formation, des travailleurs non qualifiés, des chefs d'entreprise ruinés, des petits agriculteurs, des commerçants ou des artisans écrasés par la concurrence et ainsi de suite. Donc, alors la chose qui attire l'attention bien sûr, c'est cette catégorie défavorisée par la croissance économique et qui a subi d'une chute totale de son revenu et bien sûr d'une dégradation complète de son niveau de vie. Donc nous passons maintenant à la deuxième idée. La deuxième idée, c'est où je constate les inégalités au niveau des individus. Quelle est la deuxième forme des inégalités sociales? On parle bien sûr des inégalités devant l'emploi. Ou je peux parler même des inégalités devant le chômage. C'est la même chose. Donc, c'est quoi le problème ici? Donc, le problème, c'est que s'il est vrai que la croissance est génératrice de nouveaux emplois, elle est aussi à l'origine de nombreuses destructions d'emplois. Là, on est en train de parler d'un effet négatif très grave de la croissance économique, qui est le développement du chômage. En fait, même avec cet effet négatif, les personnes ne sont pas égales devant l'emploi, ne sont pas égales devant le chômage. C'est-à-dire, dans quel sens? En fait, je veux distinguer aussi deux catégories très différentes de personnes devant l'emploi. En fait, on va distinguer deux situations très importantes qui sont tout à fait différentes. Première situation, ce qu'on appelle une vulnérabilité forte. Certains travailleurs sont plus vulnérables que d'autres au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces personnes-là, ce sont des personnes plus fragiles au chômage. Je clarifie encore plus. La personne ici, elle a un emploi. Donc, nous avons un emploi, mais oui, le problème, c'est que cet emploi peut disparaître à n'importe quel moment. Alors, on est risqué à chaque instant par le chômage. L'emploi, il est fragile, il est vulnérable, il est précaire. Donc, notre problème, ce n'est pas l'obtention de l'emploi. L'emploi, il est obtenu, mais c'est ici, notre problème, c'est avec la qualité de l'emploi. Nous sommes vraiment devant une très mauvaise qualité d'emploi qui peut disparaître à n'importe quel moment. Je peux donner ici donc des exemples des travailleurs qui sont plus vulnérables que d'autres au chômage. Les jeunes travailleurs sans formation, les travailleurs peu qualifiés. Je trouve aussi les titulaires de contrats de travail à durée déterminée, ce qu'on appelle le CDD, etc. Ces personnes-là sont les plus exposées au chômage. Je passe maintenant à la deuxième situation. Deuxième situation, on parle ici d'une employabilité qui est faible. Donc l'employabilité, elle peut être plus faible pour certains postulants à l'emploi que pour d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la possibilité, c'est quoi l'employabilité? L'employabilité, c'est la possibilité d'obtenir un emploi. Elle est donc faible, c'est-à-dire l'individu ici n'a pas un emploi, il trouve des difficultés à trouver des emplois. Donc nous avons une très grande difficulté de sortir de la situation du chômage. Je peux donner ici par exemple les travailleurs peu formés, les travailleurs dont la qualification acquise est inadaptée à la qualification
recuse, cette catégorie-là surtout, donc elle a une plus grande difficulté de sortir du chômage. Je donne un exemple. Une personne qui a par exemple donc un diplôme dans la langue française trouve un emploi, un poste d'emploi qui demande le diplôme d'un ingénieur en informatique. Est-ce que cette personne peut postuler à cet emploi? La réponse est non, bien sûr. Pourquoi? Parce que la qualification individuelle ou acquise par cette personne, qui est le diplôme dans la langue française, elle est tout à fait différente de la qualification requise ou nécessitée par le poste d'emploi, qui est donc un diplôme d'ingénieur. Alors là, je trouve que la qualification acquise, elle est inadaptée à la qualification requise, d'où donc la très grande difficulté de sortir du chômage. Et je rappelle très bien que cette situation d'employabilité qui est faible se trouve surtout, et elle est envisagée surtout dans le cadre d'un chômage structurel, c'est-à-dire un chômage qui est de longue période et qui peut durer donc plus de 12 mois, plus d'une année. Voilà donc notre problème avec l'employabilité qui est faible. Alors, donc de cette façon-là, donc on a bien développé donc cette deuxième idée, les inégalités devant l'emploi. J'espère très bien, donc j'ai bien clarifié. Je résume, comment ça manifeste les inégalités devant l'emploi. Donc, pour les inégalités devant l'emploi, on distingue deux situations très différentes, ou bien que les personnes ont une très grande vulnérabilité, donc ce sont des personnes fragiles. On a un emploi, mais le risque de perte d'emploi, il est très grand, ou bien, donc, une situation de faible employabilité, on n'a pas du tout un emploi, la possibilité même de trouver un emploi, elle est une possibilité qui est faible. Donc, une fois nous avons terminé avec les deux idées de cette deuxième partie. Donc, il faut bien sûr terminer par une conclusion partielle. Pour la conclusion partielle, toujours, je rappelle, c'est une réponse récapitulative à la partie, bien sûr, du sujet, que ce soit la première ou la deuxième partie. Bien sûr, on est dans le cadre de la deuxième partie, donc je dois donner une phrase récapitulative pour la deuxième partie. Alors, la phrase va être simple, je ne veux pas compliquer les choses. Par exemple, donc, je peux proposer à titre d'exemple, la croissance économique génère des inégalités au niveau des individus qui se manifestent par des inégalités de revenus et des inégalités devant l'emploi. Tout simplement, voilà. Bien sûr, donc, on n'a pas une conclusion standard, mais on a donc une multitude de possibilités. L'essentiel ici, que je ne dois pas oublier l'existence, bien sûr, de cette conclusion partielle. Là, je vous rappelle, chers élèves, que nous avons une nouvelle notification cette année, que j'ai déjà présentée au début de la séance, que dorénavant, pour les introductions partielles et les conclusions partielles, elles vont avoir une note à part, donc qui est à côté de note de développement. On a dit que le développement qui est noté sur 6 points, va être complété avec un point spécialement pour les introductions partielles et les conclusions partielles. Vous avez 2 introductions partielles et 2 conclusions partielles. Chacune d'entre elles est notée sur 0,25 points. Donc faites attention, chers élèves, à ne pas oublier dorénavant donc cette notion donc de conclusion partielle et d'introduction partielle très importante et qui bien sûr sont notifiés à part, qui est une nouveauté dans notre barème pour cette année. Alors, de cette façon-là, nous avons bien terminé avec le développement. Je veux passer à la conclusion. Pour la conclusion qui est notée sur un point, je rappelle toujours, elle comporte 2 parties très importantes. Il y a tout d'abord la synthèse et bien sûr, il y a l'ouverture. Je commence par la synthèse. Ou le bilan, on l'appelle encore le bilan, qui est noté sur 0,5 points. Qu'est-ce qu'elle doit comporter, la synthèse? La synthèse doit comporter une réponse à la problématique, mais c'est une réponse qui est brève, qui est courte, qui est sommative et bien sûr récapitulative. Donc je propose par exemple donc la synthèse suivante. La croissance économique génère non seulement des coûts humains et sociaux, comme j'ouvre les parenthèses, je donne des exemples courts, maladies, problèmes d'urbanisation, déstabilisation de la vie de travailleurs, etc. Je ferme
les parenthèses, mais également des inégalités au niveau des individus. Je donne des exemples pour les inégalités des individus, entre parenthèses, des écarts de revenus et des chances inégales face à la conservation de l'emploi. Voilà donc notre synthèse. Là, je rappelle encore, chers élèves, que la note de la synthèse, elle est encore divisée en deux. Donc, vous avez 0,25 sur l'existence de la synthèse, elle figure ou elle ne figure pas, et 0,25 sur la consistance de la synthèse. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est bien formulée? Oui ou non? Donc, faites attention aussi donc, à cette nouvelle notification. Alors, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que l'existence de la synthèse, aujourd'hui, elle devient une nécessité. Elle est déjà une nécessité, même donc avant ce changement dans le barème, mais on insiste alors sur l'existence de la synthèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter, bien sûr, votre devoir avant de mettre la synthèse à votre sujet. C'est très important de compléter votre travail, de ne pas donner un travail inachevé. Une fois on a terminé avec la synthèse, nous allons passer maintenant à l'ouverture, qui est notée aussi sur 0,5 points. Pour l'ouverture aussi, donc le même principe de notification. Est-ce que l'ouverture figure oui ou non? 0,25. Et est-ce qu'elle est correcte oui ou non? 0,25. Chose qui nous attire l'attention, bien sûr, sur le fait que je dois mettre l'ouverture, que l'élève ne doit pas, bien sûr, donner une dissertation sans ouverture de débat. C'est une partie très importante d'ouvrir le sujet sur d'autres sujets en relation. Quelle est donc l'ouverture de débat que je peux proposer pour ce sujet? En réalité, bien sûr, il y a des multitudes de possibilités, sauf que je vous conseille pour l'ouverture de débat de choisir toujours le thème le plus direct, le plus lié à votre sujet. Par exemple, ici, notre sujet, il a traité très bien du causes humains et sociaux au pays des inégalités entre les individus. Je peux lancer l'analyse, donc je peux poser la question sur les autres formes d'inégalités générées par la croissance économique. Quelles sont alors les autres formes d'inégalités générées par la croissance économique, à titre d'exemple. Sinon, donc, je peux même lier avec plus ou moins donc d'autres thèmes qui sont en relation. L'essentiel ici, donc, la relation doit être claire. Elle doit être, si vous voulez, donc en quelque sorte directe avec notre sujet pour éviter les ouvertures parachutées. Parfois, l'élève ici donc peut commettre l'erreur de lier le sujet avec n'importe quelle partie du programme sans aucun lien logique entre les deux. Donc, j'évite alors cette faute et j'essaie toujours de lier mon sujet avec donc la partie la plus proche, si vous voulez, à notre thème envisagé dans la dissertation économique. Voilà donc tout ce que je pourrais dire à propos donc de la dissertation d'aujourd'hui. Je rappelle toujours, chers élèves, donc le plus important pour préparer donc et pour travailler une dissertation économique, c'est la méthodologie de la dissertation économique. C'est très importante, comme je l'ai déjà présenté donc au début de la séance. Le barème, faites attention donc au barème. Et d'ailleurs, si j'observe très bien, donc je veux voir que même la dissertation économique, elle est décomposable, c'est-à-dire si je vois très bien, donc je veux trouver que chaque partie dans la dissertation, elle est notée sur une note, ce qui fait que je peux voir même dans la dissertation des parties indépendantes du point de vue barème. Donc même si je commets une erreur au niveau d'une partie ou au niveau d'un élément, cette erreur ne va pas sanctionner le reste du travail. Donc je peux avoir ma note indépendante sur le cadrage, une autre indépendante sur la problématique, une autre indépendante sur le plan. Donc de cette façon-là, je crois qu'il y a beaucoup de justice au niveau de la notification de la dissertation économique. Et je crois que encore de cette façon-là, la dissertation économique ne va plus constituer véritablement donc une difficulté devant donc un élève donc pour élaborer cette partie très consistante d'un examen du baccalauréat. Donc faites attention aussi, chers élèves, aux conditions de forme très importantes.
essayez d'espacer toujours vos idées, essayez d'utiliser les mots de liaison entre les idées, donc laissez des lignes vides entre l'introduction et le développement, entre le développement et la conclusion. Je vous conseille aussi de laisser même une ligne vide entre le cadrage, entre la problématique et le plan, et à chaque fois où il y a une possibilité d'espacer, j'espace bien sûr mes idées pour que je puisse donner donc une copie bien aérée et bien présentée. L'écriture doit être lisible bien sûr, donc une bonne écriture, je ne dis pas donc une belle écriture, donc, mais au minimum je présente une écriture qui est lisible, que le correcteur peut lire, et encore j'essaie très bien d'éviter le surcharge, donc de ne pas barrer dans la copie, de devoir le maximum possible. Donc même j'essaie, lorsque je suis obligée de barrer, de ne pas bien sûr laisser une place sombre dans la copie, bien sûr, donc qui peut laisser une mauvaise impression chez le correcteur. J'espère très bien que donc vous avez bien profité de cette séance d'aujourd'hui, et de cette façon-là donc nous sommes carrément donc à la fin de notre séance. Merci pour votre attention. Je renouvelle toujours mes conseils concernant la révision à jour. Révisez à jour s'il vous plaît, c'est très important. Donc je ne peux en aucun cas donc gagner mon examen du baccalauréat donc sans le travail à jour. Nos programmes dans toutes les matières, ce sont des programmes chargés. Je ne veux pas parler seulement de la discipline économie. Nous avons avec l'économie la gestion, nous avons l'histoire géo, nous avons les mathématiques, etc. J'insiste sur la révision à jour de toutes les matières. Faites attention, s'il vous plaît, encore à la question de discrimination entre les matières. C'est vrai que les matières n'ont pas les mêmes coefficients, n'ont pas la même importance, mais je ne dois en aucune façon négliger n'importe laquelle matière. Insister sur toutes les matières. Toutes les matières peuvent être source de notes. Essayez bien sûr de fournir votre effort, de donner le droit donc pour toute matière. Donc le 0,5 et le 1 point, il compte, il nous aide. L'échec dans une matière peut être remplacé par la réussite dans une autre matière. Donc nous savons très bien, nous sommes des économistes, on va essayer de répartir les risques entre les matières. Donc, nous avons une question de répartition de risque. Si le devoir d'économie, le devoir en gestion, donc il tombe un devoir difficile, j'espère que non. Nous avons toujours des devoirs abordables, mais supposons si on est dans le cas, je dois avoir bien sûr l'aide des autres matières. Il faut travailler toutes les matières, il faut répartir tout votre effort d'une manière efficace entre toutes les matières. Donc travaillez très bien. Je vous espère donc un bon travail, une bonne révision. D'ici jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc je vous dis bonne soirée. Merci à Abd Saïd Mraïhi pour bien sûr ses aides techniques. À la prochaine fois, Inch'Allah.